Bonsoir à tous. Nous accueillons dans cette première séquence de prise de parole Sylvain Amic, que je remercie. Sylvain Amic est directeur de la Réunion des musées métropolitains de Rouen-Normandie depuis janvier 2016 et il est directeur des musées de Rouen depuis 2011. Sylvain Amic, vous êtes jusqu'au 10 février co-commissaire avec Johann Streich de l'exposition Art et Cinéma, les liaisons heureuses. Vous venez d'officialiser votre partenariat également avec la Fondation Gandour pour l'art, vous nous en reparlerez peut-être. Vous poursuivez depuis 3 ans l'expérience de la Chambre des visiteurs et les 20 œuvres les plus plébiscitées par le public et les internautes en 2019 sortent de vos réserves et sont, je crois, actuellement exposées au Musée des Beaux-Arts. Et par ailleurs, vous présentez dans l'exposition Sous la surface quelques œuvres ayant fait l'objet d'interventions de restauration fondamentale présentées au grand public. Enfin, vous lancez votre saison impressionniste, Normandie impressionniste, d'avril à septembre 2020. Dans un article publié en 2018, vous écriviez, je vous cite, « Avons-nous encore besoin d'exposition ?» Et vous affirmiez « Travailler les collections comme une matière première sous de nouvelles lumières afin d'en réactiver le sens et l'usage. » Expliquez-nous. Merci beaucoup pour votre introduction et pour cette invitation. Des fois, on dit des choses et après, on peut les regretter quand elles sont citées. Et surtout, en public, avec peut-être des gens qui ont travaillé à Rouen et qui pourraient dire, si on entendait notre directeur dire qu'on ne fait pas d'exposition, on serait certainement dans la contradiction. Oui, c'était un petit peu provoquant, mais c'était en effet pour parler de ce programme qu'on a lancé il y a maintenant 8 ans, à mon arrivée à Rouen, qui s'appelle Le Temps des collections, et qui s'est élargi depuis de l'initial Musée des Beaux-Arts à l'ensemble de la Réunion des musées métropolitains. Donc, c'est un regroupement de musées, c'est une tendance de fond actuellement dans toutes collectivités territoriales qui regroupe des musées, un musée des Beaux-Arts, un musée d'Antiquité, un musée d'histoire naturelle, des musées de technique, ferronnerie, céramique, des musées de patrimoine industriel, un musée littéraire et bientôt d'ailleurs 3 autres musées littéraires qui nous rejoignent. Donc, vous voyez qu'on couvre à peu près l'ensemble des champs disciplinaires du patrimoine et même des sciences humaines, ce qui nous a placé dans une situation un petit peu nouvelle avec cette mutualisation de justement considérer les objets sous de nouveaux éclairages. Et ce qui peut-être autrefois était le hasard de rencontre, ici d'ailleurs, ici même, il y a 2 ans, grâce à l'ICOM et à l'INP, j'ai rencontré Marc Pignal de l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle et qui nous a révélé au cours de sa conférence qu'il y avait un herbier qui était signé Hochdé Monet et que c'était quand même un peu intéressant, ce qui fait que nous faisons une exposition dans le cadre de Normandie impressionniste sur l'herbier secret de Giverny, donc des 2 fils de Monet, Hochdé et Monet. Et ce qui nous a intéressé dans cette approche-là, c'est de voir que nous autres historiens d'art, puisque moi je suis plutôt historien d'art 19e, 20e, après peut-être une trentaine d'expositions sur Giverny, son musée, ses nymphéas, on ignorait que les enfants Monet avaient fait un véritable herbier scientifique botanique, et donc il y aurait peut-être un certain avantage à croiser nos regards et à travailler ensemble. Donc cette exposition va voir le jour. Et je dois dire que un des héritiers fameux de la famille Hochdé, qui est Philippe Piguet, commissaire général de Normandie impressionniste, quand je lui ai dit qu'on ferait une exposition sur Jean-Pierre Hochdé, il m'a dit mon oncle, le garagiste, ça l'a beaucoup étonné. Donc lui-même ignorait dans sa propre famille le passé de botaniste de ce personnage qui a beaucoup compté pour Claude Monet. Cet exemple me paraît assez évocateur de l'utilité qu'il y a à croiser les regards, et le fait d'avoir réuni les 8 musées ensemble nous a placés devant cette obligation et ce rapport tout à fait naturel, transdisciplinaire, et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est notre place à nous en tant qu'experts. Nous sommes des professionnels des musées, nous avons beaucoup travaillé pour acquérir une expertise, nous avons passé
des examens extrêmement difficiles. Et puis aujourd'hui, très naturellement, on a beaucoup de mal à se dépouiller de cette expertise et à accepter que d'autres regardent les objets que nous conservons. Et c'est pour cela que je pense que nous devons aujourd'hui nous repositionner en tant qu'experts. Je pense à un temps aussi où l'époque des fake news abonde et où le public a une nécessité de retrouver des informations sûres. Mais en même temps, nous devons être capables de nous ouvrir à d'autres regards, y compris celui du public. Et je pense que les deux ne font pas... il n'y a pas d'obstacle à conjuguer les deux. Et je dirais même que plus on est dans notre position d'expert, plus on est à même d'autoriser des regards alternatifs sur nos collections. Donc j'ai déroulé quelques exemples que je vais vous montrer en quelques temps. D'abord, le projet que nous développons à Rouen, qu'on appelle le projet Beauvoisine, qui consiste à fusionner deux musées majeurs, qui est le Muséum d'histoire naturelle et le Musée des Antiquités, des institutions qui sont plus que centenaires, qui habitent depuis leur fondation vers 1830 dans le même bâtiment et qui n'ont jamais travaillé ensemble depuis 1830, avec des horaires différents, des équipes différentes, des boutiques différentes, des accueils différents et des murs qui les séparent. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul établissement, le mur est tombé, on a percé une porte, révolution. Les équipes sont réunies et plus largement, ce projet implique l'ensemble des collections et de la réunion des musées métropolitains. Alors pourquoi faire créer un nouvel équipement aujourd'hui? On s'est posé la question effectivement, mais à quoi ça sert? En sachant que on a d'autres, enfin les collectivités territoriales ont évidemment des urgences sans nombre. Donc notre credo, c'est de trouver quelle est l'utilité du musée aujourd'hui, à quoi sert de défendre le patrimoine aujourd'hui. Défendre un patrimoine, ce n'est pas simplement le patrimoine des objets, c'est aussi le patrimoine naturel, et c'est surtout de répondre aux interrogations d'aujourd'hui. Donc c'est en quelque sorte être le lieu où les questions d'aujourd'hui peuvent être éclairées au regard des collections et donc au regard de l'histoire. Il se trouve que ce site Beauvoisine, c'était le lieu à Rouen où au XIXe siècle coexistaient les universités, les sociétés savantes, l'école des beaux-arts, les musées déjà, et que donc c'est une sorte de campus. On était un peu dans le musée universitaire à l'anglo-saxonne, où les collections pouvaient éclairer les enseignements, et les enseignements influaient sur la présentation des collections, ce qui n'a pas manqué d'arriver au muséum, où il y a eu une véritable révolution dans la présentation à partir des années 1880. Donc du coup, cet esprit de campus, nous souhaitons le réactiver, nous restons sur ce site, et donc ça veut dire renouer ces connexions et ces interactions entre le public, les chercheurs, le patrimoine. Et cette petite figurine que Mathilde Schneider, cette petite diapositive que Mathilde Schneider, qui est la directrice du projet Beauvoisine, a créée, résume bien notre propos, c'est-à-dire que un objet, donc nous y avons été confrontés immédiatement dans le cadre de notre réunion transdisciplinaire, dès qu'un projet d'exposition est envisagé, porté par quelqu'un, le responsable des collections de sciences naturelles, qui dit je vais faire une expo sur le loup, immédiatement vous avez le conservateur des antiquités, le conservateur des l'époque médiévale, des beaux-arts, des arts décoratifs, qui dit oui, mais alors moi j'ai quelque chose pour toi, tu vas voir, etc. Donc tout à coup, on voit bien que ces objets qui étaient regardés sous l'angle unique de l'expertise disciplinaire s'enrichissent de nouveaux sens, mais que dans tous ces sens, il y a un regard qu'on a appelé le regard affectif. Et dans notre transformation de ces deux musées en un seul, nous avons une obligation aussi, c'est de prendre en compte la dimension, on a dit le musée sentimental, c'est-à-dire ces générations qui ont grandi à Rouen en fréquentant, en allant voir les animaux au muséum, en allant voir les sarcophages au musée des Antiquités, doivent y retrouver leur musée, le musée de leur enfance également. Donc ces regards, vous voyez, c'est d'une part autoriser d'autres disciplines à se pencher sur nos collections et en plus autoriser le public à participer. Donc alors là on est en plein dans le participatif il y avait le participatif, l'inclusif, voilà, on est en plein dedans, je suis un peu navré, mais c'est un peu, je dirais, presque une tarte à la crème aujourd'hui. Notre objectif, c'est
c'est d'impliquer la population dans le fonctionnement du musée. Si les musées doivent faire face à toutes les obligations qui leur incombent aujourd'hui, on n'aura jamais assez de postes, on n'aura jamais assez de temps, on n'aura jamais assez de moyens pour réaliser tout ce que nous devons faire. En revanche, si nous sommes des terrains où certains peuvent réaliser quelque chose, où la société civile peut se réaliser, peut se développer, si nous savons piloter ces interactions-là, tout à coup, nous démultiplions nos capacités. Un exemple, nous avons des associations d'amis des musées qui gravitent autour de tous nos musées, il y en a plusieurs, et certaines, par exemple, sont capables d'organiser 150 conférences par an, qui sont toutes aussi pleines que celles-ci, qui génèrent d'ailleurs des recettes avec lesquelles ils financent des acquisitions des musées. Donc on est vraiment dans un modèle tout à fait vertueux qui se construit avec nous, et donc dans l'idée du pilotage. Et c'est quelque chose que nous souhaitons que nous souhaitons véritablement intégrer dans nos modes de fonctionnement. Donc évidemment, une concertation importante a été lancée dans le cadre du développement du projet Beauvoisine, mais au-delà de cette concertation qui précède ou qui construit le projet, la concertation elle-même devient un des moteurs, un des moyens de fonctionnement du musée, du futur musée. Donc cela veut dire que dans notre organisation, dans notre programme culturel et scientifique, dans la programmation même des espaces, il faut inclure des espaces où on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir laisser des projets se développer, et ce sont des surfaces utiles qui, évidemment, dans d'autres temps, on aurait peut-être entièrement consacré à des aspects commerciaux ou à des aspects liés aux collections. Donc je vous passe un peu tous ces ateliers de concertation, collège, lycée, etc. Il y a des idées qui émergent, elles sont tout à fait intéressantes. C'est toujours intéressant de défendre son projet face aussi à des publics très divers, mais c'est aussi tout simplement une façon d'incorporer la population dans l'édification d'un projet et dans son fonctionnement. Notre objectif étant que la personne qui grandit à Rouen puisse se construire en tant qu'individu à travers les collections et puisse tout au long aussi de sa vie retrouver des fondamentaux, actualiser ses connaissances à travers la fréquentation des collections. L'école et la famille n'étant que le socle de départ de nos acquisitions, tout le reste faisant après, l'accès aux collections de Rouen est gratuit. Alors, dans cette idée d'ouvrir la voie aux visiteurs, on a lancé il y a 4 ans ce programme qui s'appelle la Chambre des visiteurs, qui a fait vraiment l'objet de débats très intenses dans l'équipe et l'histoire de déontologie, alors évidemment accusation de démagogie, etc. Ça n'a pas manqué. Et au fond, ce stade est totalement dépassé parce que on a admis que notre expertise n'était pas en jeu. Simplement, nous sommes à la tête d'1 million d'objets acquis, récoltés par nos prédécesseurs qui n'étaient pas plus bêtes que nous. Et malgré notre intention de faire tourner les collections, et j'ai commencé avec le temps des collections, juste une incise, le temps des collections cette année, par exemple, c'est un spécial Beauvoisine. Vous avez un projet sous la surface où on montre comment les objets, l'imagerie scientifique révèle ce qui est caché. Vous avez un projet qui s'appelle Chouibou Caillou, une exposition pour le jeune public fait avec des objets d'art et pas des artefacts, qui mixent complètement les collections pour initier la biodiversité, et une exposition qui s'appelle Pierre de Seine, qui prend les chapiteaux, les éléments des cathédrales fameuses rouennaises, mais qui remonte à la formation géologique de la pierre avec les techniques d'exploitation, etc. Donc qui restitue l'ensemble de la chaîne de production. Donc vous voyez comment on peut arriver à croiser les regards sur nos collections, c'est pour ça que je disais dans cet article, prendre les collections comme matière première, si on admet de les regarder avec de nouveaux points de vue. Donc la Chambre des visiteurs, eh bien, on en est à la 4e édition, effectivement c'est en place. 2 anecdotes. Vous avez à gauche un tableau qui a été inclus, donc ce sont des objets des réserves, c'est important à dire, c'est un objet qui ne voit pas le jour. Ce tableau magnifique qui vient du legs Badrou, c'est Suzanne-Henri Badrou, un couple d'antiquaires parisiens, qui ont donné 5000 dessins, 400 tableaux, en 75, une collection absolument fabuleuse. Eh bien, ce tableau n'a pas été montré depuis 20 ans. Il est en réserve. Quand il est prêté à Lausanne, il fait un tabac, ils font des cartes postales avec. Chez nous, il est en réserve. Donc, on le met au vote. Évidemment, il est choisi parce qu'il est formidable. Pour nous, c'est un anonyme 19e siècle. Et un jour, en passant dans la salle de la Chambre des visiteurs, je vois un graffiti sur le cartel. Quelqu'un avait marqué joncherie. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce mot, joncherie? Je regarde et je découvre qu'il y a un article qui s'appelle Gabriel Germain Joncherie, qui est spécialiste du trompe-l'œil, assez inconnu, du début du 19e siècle. Et que l'attribution est tout à fait plausible. Nous mettons une alerte sur Gabriel Germain Joncherie et un magnifique trompe-l'œil que vous voyez à droite sort sur le marché de l'art il y a 1 an. Nous l'achetons pour 8 000 €.
Bon, alors voilà, on voit que toute cette affaire produit quand même du sens, que le crowdsourcing, le crowd curating éventuellement peut tout à fait contribuer à faire fonctionner la recherche, mais ça se fait déjà très très bien avec les herbiers, avec les archives, et donc en dehors des musées, on travaille beaucoup plus avec la foule, avec la masse que nous. Donc autre exemple beaucoup plus amusant, ce tableau est choisi et des participants aux ateliers écrivent des cartels à propos des tableaux. Et vous voyez que c'est des cartels qu'on n'aurait même pas osé faire, puisque là on nous fait le CV du pêcheur et qu'on voit qu'il a beaucoup de compétences en pilotage de bateau, utilisation de filets et patois normand, et qu'il a fait un stage je crois, de filayeur, voilà, marin filayeur. Bon, autre tableau de rigolo cette fois-ci, qui est aussi dans la réserve depuis des années, qu'on le montre donc, pour lesquels les internautes votent et qui, on le voit, est élu. Et les internautes fabriquent des cartels avec l'échange de textos. Tu as vu, on a acheté une batteuse, etc. Donc, on voit bien que cette appropriation fonctionne. C'est-à-dire que non seulement ça se partage, c'est amusant, c'est de nouveaux regards, mais ça nous permet de faire ressurgir des œuvres qui n'ont pas retrouvé leur place dans les collections depuis des décennies parce qu'elles ne sont pas intégrées dans nos logiques ou qu'elles sont trop singulières pour qu'on a besoin toujours d'homogénéité dans nos salles, et que c'est la recherche de base du conservateur. Alors, cette initiative, nous l'avons développée dans un club, le Club des Visiteurs, qui est une plateforme désormais beaucoup plus large et qui n'est pas juste le moment d'un vote à un certain moment de l'année, mais qui est une plateforme qui interroge en permanence le public. Bon, actuellement, elle a été lancée il y a 6 mois, il y a à peu près 250 adhérents à ce club. Cette plateforme est fondée sur une expérience des DMA Friends à Dallas Museum of Art, qui avait lancé un programme tout à fait exceptionnel d'acquisition, de participation, de faire participer l'internaute, avec pour obligation de visiter le musée, parce qu'il doit gagner des badges, et pour gagner des badges, il faut qu'il fasse des choses dans les musées, qu'il cherche des indices, etc. Et avec ces badges, il gagne des remises, pas pour le parking, pour le restaurant, etc. Et le directeur du DMA de Dallas Museum of Art, qui est un personnage tout à fait extraordinaire, qui ne m'en disait plus, disait: c'est ma principale source d'informations sur les appétences de mes visiteurs, parce qu'évidemment derrière, il y a tout un back-office qui voit ce qui marche pas, ce que les gens cliquent ou pas. Donc sur ce programme, nous avons construit notre club des visiteurs qui commence à fonctionner et qui est un instrument aussi pour interroger. On sait très bien qu'il faut faire des études de public, mais si vous devez faire une étude de public préalable à chaque exposition que vous faites, on fait quand même beaucoup d'expositions, même avec nos collections, même pas que, vous n'y arrivez pas, il n'y a pas les moyens. Donc cette interface est en train de créer une communauté que l'on peut interroger sur la pertinence de nos projets. Autre exemple que je voulais rapporter ici, c'est ce qu'a fait le MUSEM, puisqu'on parle d'objets éloquents, à propos d'une collection, qui est la collection du musée de la France et de l'Algérie, qui avait été constituée pour la ville de Montpellier, qui n'en a plus voulu au bout de quelques temps, considérant que ce sujet avait une portée nationale et qu'elle n'était pas capable de le porter, ni politiquement, ni, je dirais, en règle générale, la société n'en voulant plus. La collection a été déposée au MUSEM à Marseille. Et depuis qu'elle a été déposée, tous les ans, il y a un programme qui s'appelle La Voix des objets, où on parle de cette collection que l'on montre dans une vitrine qui a été créée pour l'occasion, et qui permet donc de rendre visible cette collection. Mais ces objets sont le point de départ de rencontres, de discussions qui mêlent musique, qui mêlent évidemment intervenants de grande qualité, et qui font se rencontrer des mémoires et des groupes sociaux qui sont totalement antagonistes. Donc on voit bien que l'objet de collection est le lieu où le débat peut s'instituer, et que si nous, en tant qu'institution, on est en capacité de le porter avec les précautions que cela suppose et notre connaissance très actuelle de ces sujets-là, on peut résoudre véritablement des conflits qui ne sont pas résolu en France depuis 1962. Donc c'est un programme tout à fait majeur et qui, je pense, est tout à fait évocateur de cette voie des objets. Et je voulais juste conclure sur une visite récente que j'ai faite au British Museum of Art, où il y a l'exposition sur la guerre de Troie en ce moment, une exposition tout à fait magistrale, mais où des associations
ont participé à la conception de l'exposition, et sur un sujet comme la guerre de Troie, qui évidemment est renvoie au théâtre de guerre d'aujourd'hui, vous pouvez entendre la voix de vétérans qui ont combattu, qui ont expérimenté, qui ont fait l'expérience de la guerre et de la mort. Vous pouvez entendre la voix de personnes déplacées qui parlent au moment où on parle de la destruction de Troie et de la fuite d'Anquise, etc. Donc ces voix qui viennent réveiller finalement le visiteur, nous reconnaître complètement au présent. Et je pense que c'est là où nous sommes le plus pertinents et où nos musées ont une utilité, et donc où nos musées ont toute chance de survie. Et c'est ça qui nous importe, mais c'est, à mon avis, les modalités aujourd'hui de la survie de nos musées dans le futur. Voilà, très rapidement, ce petit point de vue. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va écouter maintenant Sébastien Cherruet. On sera intéressé de comprendre comment l'appropriation justement fonctionne à la Fondation Vuitton dans le cadre de cette magnifique exposition dont vous êtes co-commissaire, consacrée à Charlotte Perriand. Vous avez également dirigé le catalogue avec Jacques Barsac. Je vous laisse vous installer, Sébastien. Gentille attention. Sébastien, dans le Monde daté du 20 novembre dernier, vous répondiez aux reproches, en quelque sorte, qui vous étaient faits de montrer dans l'exposition consacrée à Charlotte Perriand des reconstitutions. Et je vous cite, vous disiez « Présenter le mobilier de Charlotte Perriand sur des podiums, hors contexte, c'est comme accrocher des fresques de Giotto sans l'église autour. Il faut offrir aux visiteurs l'expérience de l'espace qu'elle a imaginé. » Je voudrais comprendre, et je pense que le public ici présent également, comment vous justifiez ce parti pris dans cette exposition. Alors, bonsoir à tous. Merci infiniment à Juliette Raoul-Duval et à Charles Personnaz de leur invitation. Merci Hélène Vassal de votre question. Ou dois-je vraiment vous remercier, parce que c'est une question délicate. Je tenterai d'y répondre, et je tenterai d'y répondre non pas ex cathedra, mais avec des exemples très concrets issus de cette exposition Charlotte Perriand à la Fondation Louis Vuitton. Je ne sais pas si ça s'affiche. Non, vous ne voyez pas la même chose que moi. Voilà, ça y est, ça vient. C'est bon. Alors, on va le mettre en diaporama. Hop. Alors, présenter l'œuvre de Charlotte Perriand est une gageure. Charlotte Perriand est née en 1903, elle décède en 1999, donc elle traverse réellement le XXe siècle. Son œuvre est bien sûr liée au mobilier, à l'architecture d'intérieur, mais d'emblée, il nous est apparu, puisque comme vous le rappeliez, cette équipe est une équipe du commissariat. Il y a bien sûr Jacques Barsac, qui est l'historien qui a écrit l'œuvre complète de Charlotte Perriand, en 4 volumes, Pernette Perriand-Barsac, qui n'est pas simplement ayant droit, mais qui a collaboré vraiment à ce projet, pose aussi question. Sébastien Gaucalpe, qui était à ce moment-là dans l'équipe de Suzanne Paget à la Fondation Louis Vuitton, et Gladys Fab, qui avait aussi réalisé une exposition sur la question de la synthèse des arts pour De Stijl, autre grand moment de la synthèse des arts du XXe siècle. Donc cette équipe s'est constituée avec notamment le professeur Arthur Rueg, conseiller scientifique de l'exposition pour ces questions du mobilier. Et d'emblée, il nous est apparu que la présentation de meubles, d'objets était absolument essentielle, mais que peut-être on pourrait passer par des reconstitutions ou des restitutions même d'objets perdus. L'architecture, sa volumétrie pose un certain nombre de questions. Sans tenter d'apporter des réponses, je vais illustrer ce propos avec des exemples. Vous voyez que cette synthèse des arts, c'est une synthèse des arts au sens techné. C'est la tapisserie, la peinture, la sculpture sont des techniques différentes. C'est chez Charlotte Perriand
une synthèse des arts qui s'opère dans un dialogue des arts et des artistes, avec bien sûr Le Corbusier, Fernand Léger, Alexander Calder. Vous voyez là une sculpture d'Alexander Calder. Une toile ici de Picasso. Alors, ces objets, bien sûr, je crois que dans le programme de l'exposition, on dit qu'un objet est perçu par la vue ou le toucher. Il sollicite, à mon sens, sans mauvais jeu de mots, l'ensemble des sens. Le toucher, la vue et le toucher, bien sûr, mais l'ouïe aussi. Je pense notamment à la tapisserie ou à l'acoustique d'une salle, d'une architecture, celle dans laquelle nous nous trouvons, la salle Cortot et tant d'autres. Peut-être même le goût et l'odorat, avec la question des cuisines chez Charlotte Perriand, qui n'a rien de trivial à mon sens. Vous voyez que cette perception de l'objet engage le corps, et le corps, l'ensemble de ses sens. Vous voyez là, Charlotte Perriand en 1929, sur sa chaise longue. Charlotte Perriand était connue pour ce travail, ou plutôt on connaissait cette chaise longue sous le nom de Le Corbusier. C'est une œuvre de collaboration entre Pierre Jeanneret, Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, et Charlotte Perriand. Alors voilà ce à quoi on faisait face, à des documents d'archives, des photographies, ici un tirage de relativement petite dimension. Et comment parler de tridimensionnalité, alors que le document original, authentique, qui nous est parvenu est ce tirage photographique, comment parler de cette architecture, de ces meubles qui sont par essence tridimensionnels et même quadridimensionnels, puisqu'ils sont animés par la lumière, qu'elle soit naturelle, artificielle, et par le corps et le mouvement. Tout ça bouge. Vous avez au premier plan un fauteuil tournant, cette chaise longue se déplace. Alors voilà habituellement le type de monstration qu'on peut avoir. Et c'est celui que nous avons nous-mêmes adopté. Vous voyez là sur des simèses, des documents, le nombre de documents minimal pour présenter cette histoire qui va amener Charlotte Perriand avec Jeanneret et Corbu à définir ces meubles modernes qu'on connaît tous et qu'on voit dans toutes les collections, introduire, avec peut-être des chestonnets, toutes les collections de design au monde. Vous avez là des meubles qui viennent les plus belles provenances qui soient, MoMA, Centre Pompidou, au premier plan ce fauteuil grand confort qui avait déjà été présenté dans l'exposition au Centre Pompidou sur Le Corbusier, des calques qui sont les calques originaux d'exécution, que vous avez juste derrière, échelle grandeur. Vous voyez là des mises à distance, puisque ces objets sont des objets iconiques dont il nous revient d'assurer la conservation, la préservation, donc il ne s'agit pas de pouvoir en faire l'usage. Un nombre de documents minimal, je le disais. Vous avez là le brevet de la chaise longue, un document original, une brochure de Tonnet qui montre cette édition avec ce dessin peut-être illusoire d'industrialisation de ces meubles modernes, le programme donné par Le Corbusier, des dessins originaux sur calque de Charlotte Perriand, des polychromies, une lettre de Le Corbusier attestant que Charlotte Perriand est associée au sein de l'agence rue de Sèvres, une lettre qui date de 1932 et dans laquelle il dit qu'elle est associée depuis déjà quelques années. On aurait pu présenter d'autres éléments à travers des vitrines, à travers des vidéos, à travers des objets. On aurait pu, par exemple, présenter cette chaise Tonnet que Corbu expose en 1925 dans le pavillon de l'Esprit Nouveau. On aurait pu utiliser des éléments audiovisuels pour présenter ce pavillon de l'Esprit Nouveau où on voit déjà un casier. Voilà la chaise Tonnet qui inaugure toutes les collections de design, puisque cette chaise qui a une esthétique relativement ancienne permet en réalité, enfin n'est permise que dans un contexte industriel. Il faut chauffer, vous voyez le piétement et le dossier forment une seule et même pièce, il faut le chauffer, le cintrer, enfin, c'est-à-dire un processus industriel. On aurait pu évoquer avec d'autres documents l'ancienneté des meubles Maple, les meubles Grand Confort. On aurait pu montrer aussi ce mobilier de Corbu qui est plus ancien que les meubles en tube chromé auxquels on associe régulièrement son œuvre. On aurait pu montrer d'autres choses. Il n'y a pas que Charlotte Perriand et Le Corbusier, mettre en perspective, recontextualiser avec par exemple ce que fait le Bauhaus, Marchtam ou Marcel Breuer avec des chaises en tube, en cantilever, ou bien même des Français comme René Herbst à la même époque. On aurait pu également montrer les inspirations, montrer que finalement ce fauteuil, cette chaise longue basculante, elle n'est pas si formellement et techniquement, elle est assez éloignée de ce fauteuil sur repos du docteur Pascaud. Il y a la même idée de modularité et Corbu cite ce fauteuil en référence.
Alors, on aurait pu faire tout ça, on a envisagé de faire autrement. On a envisagé de présenter au public, en regard de cette présentation que je viens de vous montrer, l'espace. L'espace, celui qu'on voyait dans ces petites photos en noir et blanc, sauf qu'on le voyait sur des petites photos en noir et blanc, bidimensionnelles, petit format. On invite le public à pénétrer dans cet espace de la modernité de plein pied. Et cette exposition a donné lieu à une recherche. Je parlais tout à l'heure de l'apport du professeur Ruegg, et on voit là que cette modernité en noir et blanc, elle est évidemment polychrome. Elle est faite de lumière qui anime réellement cet espace, avec des effets miroirs, des effets de réflexion, de lumière artificielle, de lumière naturelle. Elle engage le corps et l'ensemble des sens, comme je le disais. On voit les visiteurs dans l'exposition. Je me souviens d'une vieille dame essayer chacun des meubles et prendre le temps, toucher le froid d'un chrome, la chaleur d'un cuir, faire l'expérience de ces objets, une fois de plus, mais là, qui ne sont pas des objets authentiques au sens original, ce ne sont évidemment pas les objets présentés en 1929 par Charlotte Perriand et Le Corbusier. Mais néanmoins, cette question de l'expérience spatiale nous paraissait essentielle. Vous voyez qu'elle ne s'abstrait pour autant pas de la présentation muséale à travers les objets qu'on a vus. Cette table en verre, vous voyez l'expérience de la lumière. Évidemment, là, je vous le montre à travers des photographies. Il faudrait, là encore, en faire l'expérience. Alors, l'espace pour objet. Vous voyez là, en 1935, cette maison du jeune homme que présente Charlotte Perriand, qui nous était également connue par une série de photographies, de tirages originaux. On avait aussi des documents écrits, de la correspondance, enfin toute une série de documents originaux. Certaines pièces nous sont parvenues, notamment la vertèbre de baleine, le silex que vous voyez à l'arrière-plan, un certain nombre de meubles. Mais évidemment, cet espace qui était pensé dans le cadre d'une scénographie temporaire en 1935 à Bruxelles était perdu. Donc voilà, on avait des plans également originaux, des calques. Il nous a paru essentiel, pour faire sentir aux visiteurs ce qu'était cet espace de 1935, là encore, de le restituer. Cette restitution, elle entraîne un certain nombre de questions. Vous avez dans cette restitution une œuvre originale, l'huile sur toile que vous voyez de Fernand Léger qui est sur la gauche, n'est pas exactement l'huile sur toile originale. Vous voyez, je vous le montre, hein, en général les gens ne le voient pas. Néanmoins, c'est exactement la même série, nous en avions parlé longuement avec le musée Fernand Léger à Biot. Vous voyez à l'arrière-plan une œuvre magistrale de Léger, qui est une commande de Charlotte Perriand à Fernand Léger pour cet espace. Donc l'architecture n'est pas l'écrin de l'œuvre, en tout cas les deux sont pensés dans une coexistence. Nous avons, grâce à ce projet de reconstitution, retrouvé cette œuvre qui était perdue. Nous la connaissions par des séries de gouaches qu'on présente également dans l'exposition, mais nous avions perdu l'œuvre originale qui était aux États-Unis et nous sommes parvenus à la faire venir. Néanmoins, cette reconstitution, elle inclut des éléments qui ne sont pas des éléments originaux. La table, notamment, que vous voyez au premier plan, cette table en ardoise, est une reconstitution. Elle est parfaitement identifiée, fléchée comme telle, dans les cartels qui précèdent juste cet espace. En revanche, l'huile sur toile, le fauteuil tournant, la chaise paillée, tout ça sont des objets originaux et nous n'aurions sans doute pas refait cet espace si nous ne disposions pas de ces éléments. Vous voyez là également cette présentation qui inclut des objets originaux, qui fait écho à une exposition que présente Charlotte Perriand en 1941 à Tokyo. Elle part au Japon. Tapisserie originale, cette chaise longue que vous identifiez au premier plan en bambou, qui est un prêt du musée des arts décoratifs, est un meuble original. En revanche, en regard, juste en face, il y a ces éléments qui sont non pas des faux, puisqu'ils existent, mais qui sont des éléments qui ne sont pas des pièces originales, qui ont été reconstitués pour l'exposition, à commencer même par ce tapis, qui est l'agrandissement d'un dessin de marin que photographie Charlotte Perriand. Vous voyez également des photographies de Perriand qu'elle inclut dans ces meubles, ou ces éléments en bambou. Ces meubles étaient perdus, j'insiste sur cette question-là, nous n'avons pas pu les emprunter pour la simple et bonne raison qu'ils sont perdus. En revanche, nous connaissons les photographies de la scénographie d'origine, qui est
inaudible, difficilement présentable à travers des photographies de petites dimensions, et nous sommes allés vers ces restitutions pour faire sentir au public cette question de l'intégration des arts, de la photographie, d'une tapisserie, d'un tapis en l'espèce, dans le mobilier et l'architecture de Perriand. Ces restitutions, elles incluent également des dispositifs, notamment celui de cette galerie 5 qui présente l'exposition de Charlotte Perriand en 1955 qu'elle intitule « Proposition d'une synthèse des arts ». Ce terme de synthèse des arts qui peut être à bien des égards porte-manteau, pardon de l'expression, mais recouvrir des réalités très différentes. En l'espèce, Charlotte Perriand l'emploie en 1955 en appelant son exposition « Proposition d'une synthèse des arts ». On y retrouve ses camarades, Le Corbusier, qui elle s'est fâchée, mais qui est dans sa carrière qui ne va jamais la quitter, à travers des tapisseries, des céramiques de Fernand Léger, des tapisseries, je l'ai dit, et des huiles sur toile. Cette proposition d'une synthèse des arts, elle est dans une scénographie qu'imagine Charlotte Perriand en 1955. Nous avons restitué cette scénographie en faisant appel à des œuvres originales. Vous voyez là la tapisserie et cette question notamment de l'acoustique qu'on évoquait. Ces reconstitutions d'espace sont tenues, si j'ose dire, par des meubles originaux. Vous savez là, la bibliothèque, cette bibliothèque qui est dans une chambre de la maison du Mexique, cette bibliothèque qui vient du MNAM, du Musée national d'art moderne, centre de création industrielle, c'est le département de design, est un objet dont sa provenance, par sa collection dans le MNAM, et aussi par le fait qu'elle est arrivée en collection par Charlotte Perriand elle-même, un objet original, authentique. Et pourtant, juste une petite anecdote, cet objet a été modifié par Charlotte Perriand. Donc en fait, ça n'est pas tout à fait authentique, puisqu'elle l'a modifié authentique au sens fidèle de la bibliothèque originale. Il nous est paru nécessaire de passer par ces reconstitutions, parce que ce que définit cet objet, c'est moins sa matérialité, sa physicalité, que le fait qu'il définit une cloison, une porosité entre l'espace de la salle de bain et cet espace de la chambre. Il est toujours mis en regard ou en tension avec une forme libre, que vous voyez là au premier plan, objet original également. Dans le cas de la maison de la Tunisie, notre chambre, vous voyez qu'il y a le même dispositif, que là aussi nous avons souhaité passer par des reconstitutions d'espace, parce que ce meuble collé contre un mur seul et aseptisé ne faisait pas sens. Là, les gens ne peuvent pas pénétrer dans cet espace, parce qu'on ne peut pas les mettre en contact avec l'objet original. En revanche, nous avons dû restituer cette forme libre que vous voyez, la forme ovoïde, puisqu'elle était perdue, nous n'en avons jamais retrouvé, et que dans l'équilibre de cette architecture d'intérieur, elle était essentielle, puisque vous voyez que là, Charlotte Perriand opère le même équilibre qu'ici, en mettant sa bibliothèque en tension avec un meuble en forme libre. Les reconstitutions sont aussi des reconstitutions d'architecture, avec des éléments échelle grandeur, notamment cette maison au bord de l'eau, qui est un prêt que nous avons restitué, qu'on a mis ici sous ces voiles de verre de Franck Gehry, qui sont aussi de la préfabrication, mais un autre type de préfabrication, puisque là, cette maison est publiée en janvier 1935 dans l'architecture d'aujourd'hui. Bon, ça anticipe un peu le Front populaire, mais c'est quand même l'idée d'un collectif et d'une diffusion à large échelle. L'architecture préfabriquée de Franck Gehry est un autre paradigme. Vous voyez là un intérieur dans lequel les gens peuvent pénétrer, faire l'usage, toucher. Vous voyez là la lumière, la question de l'ombre, des sensations, de l'ouïe également, avec le bruit de l'eau. Ce refuge tonneau qui n'existait pas, qui n'a jamais existé en fait du temps de Charlotte Perriand. Donc là, on n'est même pas dans la reconstitution, dans la restitution, puisqu'on a créé, ce n'est pas nous, on l'a emprunté, il avait déjà été présenté au Petit Palais, on a créé, présenté un objet qui n'a jamais existé. Elle a créé des refuges dès les années 30, là vous avez un projet de 38, qui ont été construits, qui ont été perdus. L'intérieur, une fois de plus, il s'agit en architecture de phénoménologie, c'est-à-dire de sollicitation des sens dans une représentation mentale. Petite anecdote, on présente également dans la dernière galerie de cette exposition cette maison de thé, qui est une commande en 1993 que fait l'UNESCO à Charlotte Perriand. Cette maison de thé, formée à Paris, je vous dirais que c'est une restitution, une reconstitution. Et pourtant, lorsqu'on a fait la cérémonie de thé, puisqu'on a organisé une cérémonie de thé dans cette maison, cette maison avait été initialement présentée à l'UNESCO en été.
Et nous, l'exposition était en hiver, donc on a disposé les tatamis dans une position hiver. Alors moi, je vous avoue que j'ignorais avant l'exposition qu'il y avait des positions pour les tatamis. Tout ça est extrêmement codifié en fonction des saisons et des usages. Lorsque les Japonais, qui ont été invités à réaliser la cérémonie qu'on devait filmer, sont arrivés, ils ont pris ça extrêmement au sérieux. En tout cas, leur approche a été de dire on ne peut pas faire la cérémonie de thé. Alors on leur a demandé pourquoi, on était catastrophés, vous imaginez, on était en plein montage, une exposition de 4000 m². Ils nous ont expliqué, mais parce que vous n'avez pas disposé les tatamis de manière fidèle au projet de Charlotte Perriand. Et pour eux, ils n'étaient pas face à une reconstitution, à une restitution, ils étaient face à des historiens de l'art, de l'architecture, face à la fille, face à un objet qui avait été fait avec des artisans, en totale conformité au dessin, au sens plan d'exécution, mais aussi au sens intention, dessin, de Charlotte Perriand. Et donc ils étaient face à l'œuvre originale, puisque vous savez qu'au Japon, on reconstruit les objets régulièrement. Et donc il a fallu modifier la position des tatamis pour organiser cette cérémonie qui a une valeur transcendantale pour des Japonais. Il ne s'agit pas simplement de boire du thé. Voilà, ces questions de restitution. On a aussi des maquettes dans l'exposition, qui est peut-être une autre forme de restitution. Alors, il y a parfois quand même des moments où on bute sur une espèce d'impossibilité. L'œuvre de Charlotte Perriand va jusqu'à l'urbanisme. Elle réalise cette station de ski des Arcs, 1600, puis 1800, la seconde tranche. Comment restituer l'urbanisme, cette échelle, cette très grande échelle, dans une galerie, dans une petite galerie? Il y a là quelque chose d'impossible ou de difficile. Nous sommes passés par des maquettes et une vidéo que vous voyez là à l'écran, mais toujours en préservant la présence d'objets originaux, que ce soit des plans d'études ou des calques d'exécution, et également des objets échelle grandeur de cette architecture. Vous voyez là une cellule préfabriquée pour Arc 1800, qui du reste avait été présentée dans l'exposition L at Centre Pompidou il y a quelques années. Vous voyez que les vidéos, on a mis extrêmement peu de vidéos, justement pour préserver cette coexistence du visiteur avec les reconstitutions et avec les objets originaux qui nous paraissaient fondamentaux. Contextualiser pour faire sens, ce sera le dernier point de cette présentation. Vous voyez là la table extensible que Charlotte Perriand dessine en 1928, qui est présentée sous son seul nom. Un des enjeux de l'exposition, c'était aussi de montrer que cette femme n'était pas née ou n'avait pas été créée dans l'ombre de Corbu. Elle présente toute seule, comme une grande, en 1928, sous son seul nom, et sous son nom de jeune fille, alors qu'elle est déjà mariée à Percy Sheffield, cette table extensible au Salon des artistes décorateurs en 1928. Cette table extensible, il en existe extrêmement peu d'exemplaires originaux, un qui est dans les collections du MNAM, ainsi qu'un fauteuil tournant qui fait face à cette table lorsqu'elle est présentée en 1928. Voilà une photographie de présentation de ces objets. Nous, comme vous en doutez, on est passé par des restrictions d'espace. Simplement des restrictions d'espace dans lesquelles le visiteur ne peut pas pénétrer, il bute avant sur une mise à distance, puisqu'il ne s'agit pas de pouvoir toucher ces objets dont on a la garde essentielle. Néanmoins, pour présenter cet espace, c'est-à-dire que ces objets définissent en creux une volumétrie, il nous a paru essentiel de restituer ce pilier en miroir, l'espèce de meuble passe-plat que vous voyez à l'arrière-plan, ce range-disque que vous voyez apparaître ici, tout en maintenant la présence d'objets originaux. Vous voyez là un masque emprunté au quai Branly qui fait face à une sculpture de Lipschitz qui est juste en face. Meilleure provenance possible là aussi, Victoria & Albert, Centre Pompidou, etc. Mais néanmoins, des objets restitués, parfaitement identifiés comme tels dans les cartels. Il nous a paru essentiel de contextualiser ce travail de Charlotte Perriand, le contextualiser avec d'autres documents, là aussi, d'autres objets absolument originaux. Vous voyez à gauche un portrait de Dora Maar, donc de la muse de Picasso, par Picasso, Dora Maar étant une des grandes amies de Charlotte Perriand. Elles se sont connues à l'Union centrale des arts décoratifs. Ce collier roulement à billes que vous voyez juste à côté, ce collier qu'elle porte comme étendard autour du cou sur la photographie qu'on apercevait au tout début, ce collier roulement à billes qui fait écho à cette toile de Fernand Léger. On voit apparaître un roulement à billes, le même roulement à billes qui est dans les automobiles qu'elle prend pour référence ou dans ce fauteuil tournant. Une femme cette huile sur toile représentant une femme de Fernand Léger avec qui elle a une amitié extrêmement forte au début des années 30, ou un dessin tout à fait à l'extrême droite de Joséphine Baker,
par Charlotte Perriand, mise en tension avec une sculpture d'Alexander Calder qui représente aussi Joséphine Baker. Joséphine Baker, c'est les années folles, le cinéma, c'est Marcel L'Herbier, c'est Malès Stevens, etc. Nous aurions pu passer par d'autres documents pour présenter cette trajectoire de Charlotte Perriand unique, montrer des objets originaux aussi d'art déco pour montrer l'écart entre ces meubles modernes en tubes chromés et puis les meubles quand même encore assez lourds d'ensemblier qu'elle présente encore avant, puisque là vous avez en 1926 qu'elle présente. Nous aurions pu donc contextualiser historiquement, représenter ce bar sous le toit qu'elle présente en 1927, et parce que Le Corbusier découvre ce bar sous le toit, l'invite à rentrer dans l'atelier de la rue Sèvres, parler aussi de la question de l'automobile, du paquebot, qui sont pris pour référence. Je vous passe ce petit mot de Charlotte Perriand où elle part de l'automobile, où elle va au salon de l'automobile 1927 et qu'elle achète ce phare qui lui sert de luminaire dans son appartement. Cette contextualisation historique nous paraissait essentielle. Parfois, on n'a pas pu la restituer. Vous voyez là, je reviens sur ce salon d'automne 1929. Pour en montrer la modernité, il aurait fallu montrer ce qu'est un appartement dans les années 20. Il n'y a pas de salle de bain dans un appartement dans les années 20. Vous n'avez jamais une cuisine qui est ouverte en contact direct avec une salle à manger. Vous n'avez encore moins une salle de bain qui est ouverte sur l'espace de la chambre, elle-même ouverte sur des espaces de réception. Puisqu'on parle de 35, ce petit tampon qui est en bas à gauche dit « La guerre au possible » en 1935. Pour bien comprendre cette esthétique, il s'agit de forme, de technique, mais il s'agit aussi de support symbolique. On parlait de signifiant, signifié. Ces objets ont un sens, ils incarnent quelque chose, une vision du monde. Il faut bien penser qu'en 1937, le pavillon qui reçoit le premier prix, c'est pas celui auquel travaille Charlotte Perriand ou l'esthétique du pavillon de l'Espagne républicaine dans lequel il y a Guernica, c'est celui de l'Allemagne nazie et celui des soviétiques qui est en bordure de Seine. C'est cette esthétique-là qui est publicité en 1937. Donc en 1935, ils imaginent cette esthétique, elle est riche de sens, et pour percevoir ce sens que portent ces objets originaux, il faut passer par une contextualisation historique. Et enfin, un dernier mot sur cette question de la femme, puisqu'on parle de cette femme, cette créatrice. On est aussi passé par ces documents qu'on a comme ça agrandis. Là, vous avez un photomontage qui est présenté en 1950 dans le magazine Elle, qui présente le premier gouvernement des femmes. Ce premier gouvernement des femmes, en 1950, évidemment, il n'existe pas. Aujourd'hui, on a du mal à atteindre la parité dans un gouvernement, mais enfin bon, en 1950, Charlotte Perriand est ministre de la Reconstruction. Un ministre de la Reconstruction, pardon mesdames, mais c'est un homme, c'est-à-dire un homme, quelqu'un qui a un cerveau, qui pense, qui est prêt à parler avec des édiles, c'est un Raoul Dautry, un Eugène Claudius Petit, ça n'est pas une femme, ça n'est pas Charlotte Perriand. Et pourtant, elle est la seule femme membre du comité de rédaction de l'architecture d'aujourd'hui. Cette question de la contextualisation est essentielle. Et vous voyez dans ce photomontage apparaître une Françoise Giroud, cette Françoise Giroud qui deviendra secrétaire d'État à la condition féminine en 1974, c'est-à-dire 24 ans après cet objet. Contextualisation historique, évidemment, mais également en fonction des pays. Là, une restitution du Brésil avec des objets originaux, mais avec des canages qui sont issus de techniques vernaculaires brésiliennes. Enfin, contextualisation au sein même du musée, dans ce parcours dont Juliette Raoul-Duval nous a parlé, qui engage le corps du visiteur dans un mouvement, dans une tension, dans des séquences de découverte d'un propos. Vous voyez là Franck Guéry observant ce parcours au sein même de son architecture, la question de l'architecture n'étant pas neutre dans la découverte de ces objets inscrits dans un discours qui est porteur de sens et qui ne peut s'abstraire de la présence d'objets originaux et authentiques. Je vous remercie, pardon d'avoir été un peu long. Nous avons le temps pour quelques questions. Si vous dormiez, vous avez été réveillé pour des questions. Non, pas de questions. Alors, vous retournez un couteau dans la plaie parce que les grèves ont été extrêmement douloureuses. Pas de prolongation. L'exposition ferme le 24 février. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui ne l'ont pas encore visité, courez-y. Voilà. Il y a une salle
Attendez. Excusez-moi, d'abord vous commencez par donner votre nom et votre prénom, et puis vous attendez le micro, s'il vous plaît. Il y a une salle de sport que vous n'avez pas montrée. Hubert Lévy-Lambert. Alors, oui, il y a une salle de sport que je n'ai pas montrée. Il y a énormément d'objets que je n'ai pas montrés. Je regrette, par exemple Guernica. Il y a tout ce que réalise Charlotte Perriand pour même Maurice Besset, le conservateur du MNAM. Énormément d'objets parce que l'exposition est très longue, extrêmement dense, donc je n'ai pas pu tout montrer. Cette salle de sport, le visiteur peut rentrer dedans, c'est cette maison du jeune homme, et il voit que cette œuvre d'art que commande Charlotte Perriand à Fernand Léger, on la présenterait habituellement dans un cadre muséal, avec 1 mètre de blanc en dessous, 3 mètres de blanc de part et d'autre, complètement hors d'espace, alors qu'elle est absolument contextualisée. La présence d'œuvres originales qui a été notre exigence a aussi introduit des restaurations. Cette œuvre-là, en l'espèce, a été partiellement restaurée pour pouvoir voyager. Oui, bonsoir, Michel Rouget, directeur du site archéologique d'Alésia en Bourgogne. Je voulais savoir que vont devenir les objets qui ont été reconstitués pour cette exposition, quel va être leur statut à l'issue de l'exposition. Merci. Alors, vous soulevez une question extrêmement importante qui a été déjà soulevée dans d'autres expositions. Ce sont des objets qui ont donné lieu à un travail scientifique. Ce sont des objets qui n'ont pas d'équivalent puisque, une fois de plus, on n'a pas reproduit des objets qui auraient pu être disponibles dans des collections. On a eu cette exigence. Ils ont un statut, non pas d'œuvre, au sens objet authentique. Néanmoins, ils ne seront pas jetés puisqu'ils peuvent être réutilisés dans un cadre muséal. Ça pose la question de leur conservation. Ils ne peuvent pas, à mon avis, entrer de toute façon dans des collections au même titre qu'un objet authentique. Cette question s'est déjà posée quand vous avez eu l'exposition au Centre Pompidou sur les néoplasticiens de Stihl. Il y avait un Kistler, où vous pensez aussi à la tour de Tatlin. La plupart les 2-3 exemplaires qui existent, en fait, sont des faux, au sens où ce sont des objets qui sont issus de présentations muséales. Donc cette question-là s'est déjà posée. Je pense qu'il faut dissocier ce qui est de l'ordre de la documentation de l'objet original et être absolument strict sur les cartels et dans le cadre de démonstrations ultérieures. Denis Guimard. Tous les tirages, tous les tirages photographiques étant tamponnés, identifiés comme des tirages d'exposition, si c'est le cas. Tous ces objets sont parfaitement fléchés, identifiés, pour ne pas pouvoir être confondus par la suite avec des objets originaux. Pardon, monsieur. Oui, Denis Guimard, retraité de l'Université de Paris 1. Est-ce que votre expérience, l'expérience de cette exposition, ne remet pas en cause la définition même de l'authenticité, ou du moins une définition traditionnelle? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'après tout, l'authenticité maintenant, c'est tout ce qui affirme être ce qui est? Je voudrais le problème des facsimilés. Alors, oui, vous soulevez une question philosophique qui est abyssale. Vous posez en plus cette question sur des objets qui sont eux-mêmes des multiples, en fait. Donc, c'est extrêmement délicat, puisque l'objet authentique... Par exemple, je n'ai pas montré, mais on présente, vous voyez, ces formes libres. Ces formes libres qui sont là encore, qui ont un sens. C'est pas juste une forme comme ça, et puis produite par un ébéniste ou par une machine. Ça incarne quelque chose, une forme libre. Il n'y a pas de hiérarchie sur une table quand elle est libre. Il n'y a plus de symétrie. Ces formes libres, on en a certains calques, des gabarits, où on voit la main de Charlotte Perriand en train de rectifier sur un calque. Où est l'authenticité? Dans le dessin préparatoire ou dans l'objet exécuté par l'ébéniste par la suite? Là, on est dans le cadre d'une pièce unique. Et quand il s'agit de multiples, se pose encore cette question de l'authenticité. Est-ce que c'est les conditions de production, l'époque, la date? Voilà, c'est toute une série d'interrogations auxquelles je n'ai pas de réponse. Je présente un ensemble de réponses très diverses à des questions qui se sont posées au fil de cette exposition, qui a eu pour enjeu d'essayer de traduire l'œuvre d'une créatrice spécifiquement. Je ne dis pas que les solutions qu'on a trouvées, les réponses qu'on a trouvées sont applicables à d'autres corpus ou ont valeur de démonstration dans l'absolu pour d'autres expositions ou valeur de prospective. Mais enfin, c'est assez clair dans votre exposition. Les facsimilés s'affirment pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, donc on évite, on évacue le problème du faux. Il n'y a aucun doute sur ce qui est montré.
le public est averti. Je pense que c'est... Pour moi, c'est parfaitement fléché, oui. Voilà, c'est à ce moment-là où on peut déraper vers quelque chose qui n'est pas authentique. Si on ne montre pas, si on ne dit pas au public ce qu'il voit. Absolument, c'est délicat. C'est pour ça qu'on a fléché. Se pose la question quand vous avez dans le même espace un objet authentique d'un objet qui ne l'est pas. Parce que vous pouvez, à travers une scénographie, adopter des dispositifs de scénographie différents en fonction des objets authentiques et des objets qui sont de l'ordre de la restitution. Par exemple, dans le Salon d'automne 1929, c'est très clairement noté. En revanche, quand vous arrivez dans la maison du jeune homme de 1935, avec cette table en ardoise, vous avez d'un côté un fauteuil pivotant tube chromé original, le fauteuil paillé. Eh bien, il y a un changement de paradigme. La machine, après la crise de 29 et l'armement, début des années 30, on ne peut plus faire référence à cette automobile comme référence ultime. Mais pour restituer ça, on a dû passer par, en même temps, la présence d'une table en ardoise qui est dans le même espace muséal, mais qui, elle, n'est pas authentique. Et donc là, le cartel est essentiel. Et le marquage de l'objet aussi, je pense, est une exigence à avoir. Oui, bonjour, donc Gérard Le Goff, agence Ricciotti. Je n'ai pas vu l'exposition, c'est ma première question. Est-ce que vous avez restitué la voix de Charlotte Perriand? Alors, est-ce qu'elle est connue? Oui, elle est parfaitement connue. Nous ne l'avons pas restituée dans l'exposition. Je ne voulais pas. Je pensais que ça n'était pas juste d'en faire une biographie, cette exposition. Notre regard s'est posé sur l'œuvre d'une créatrice, qui en l'espèce est une femme qui a une trajectoire singulière, hein, mais je ne voulais pas rentrer dans la petite histoire et dans la biographie. Donc il y a des photos, l'exposition est jalonnée de photographies de Charlotte Perriand à des dates clés, où on la voit avec d'autres créateurs de son époque. Sa voix est présente à travers des audioguides, dans des applications également qui sont à la disposition du public. Mais dès que vous mettez une vidéo dans l'exposition, vous collez le public. C'est terrible. Et vous avez un public en arc de cercle agglutiné autour d'une vidéo, alors que précisément, on a fait l'effort d'aller chercher les meubles originaux, d'aller présenter ce projet, de faire des restitutions. Donc la voix, ça serait passé par des vidéos. Et on pensait que ça n'était pas une bonne chose pour aller toucher le public avec cette question spatiale. Donc elle est présente dans les yeux de guide comme accompagnement possible, parce que le catalogue, on n'a pas parlé du catalogue, mais c'est un élément essentiel dans le cadre d'une exposition, puisque c'est lui qui permet de garder aussi la recherche. Voilà, présente non pas dans l'exposition directement à travers des vidéos, mais dans les audioguides comme élément d'accompagnement. Merci beaucoup. On va vous remercier tous les deux et accueillir maintenant Emmanuel Casarero, Madeleine Leclerc et Olivier Flavani.